Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au deck violet-vert discard du chapitre 8 qui s'est particulièrement illustré ce week-end lors du tournoi Ludofest à Angers. Dans cette vidéo on va voir en détail la decklist, comment mulligan, les match-ups favorables, défavorables et les lignes de play du deck, donc vraiment une présentation complète de ce deck et je tiens énormément à remercier Kiyu d'avoir répondu à toutes mes questions concernant ce deck. Pour rappel, donc Kiyu est arrivé en finale du tournoi Ludofest de ce week-end avec ce deck. Kiyu fait partie de la team FTL, For the Lore, finaliste du Ludofest comme je viens de le dire, et il est également qualifié pour les Worlds. Il fait partie des joueurs français qualifiés pour ces Worlds, donc merci à toi Kiyu pour toutes les informations que tu as pu me fournir pour préparer au mieux cette vidéo. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, tout est en description, il y a son Instagram, son compte X Twitter et aussi son compte Twitch, donc n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Et voilà la decklist jouée par Kiyu lors de ce tournoi. Évidemment, on peut changer quelques ratios, ça ne changera pas fondamentalement le deck, mais comme je lui ai posé énormément de questions pour préparer cette vidéo, j'ai trouvé normal de montrer sa decklist qu'il a pu jouer pour en parler. Donc ici, on peut voir finalement le deck qui était déjà présent lors du chapitre 7, mais avec quelques nouvelles cartes du chapitre 8. Donc c'est un deck qui fonctionnait déjà très bien avant, qui n'était pas dans les tier 1, qui était plutôt un deck tier 2, mais qui était quand même déjà très solide. Et là maintenant, vraiment, il prend une place importante au sein de la méta. On peut vraiment dire que c'est un deck tier 1. Les nouvelles cartes sont principalement, on va commencer par les leviers. Donc il y a la première carte, abaisse le levier. On peut choisir entre piocher 2 cartes ou faire défausser une carte de l'adversaire. Donc finalement, ça vient remplacer les hypnotisés. En soi, hypnotiser est meilleur que abaisse le levier, sauf que abaisse le levier a une autre utilité qui est de synergiser avec la deuxième carte qui est pas ce levier là, qui dit finalement pour 3 ancrables, on peut, si on la joue comme ça, bounce un personnage sur le board et le remettre du coup en main de son propriétaire, ou alors si on a un abaisse le levier dans la discard, on peut renvoyer un abaisse le levier de la discard sous notre deck, et là on peut cibler un personnage sur le board et le mettre sous le deck de son propriétaire, et donc là ça devient une gestion vraiment puissante pour le deck, peut-être même l'une des meilleures gestions finalement du jeu pour le moment, puisque ça ne bannit pas, donc tous les effets de bannissement, quand un personnage, quand il est banni, il fait son effet, etc., ça ne fonctionne pas. Aussi, il passe sous le deck, donc pas forcément de moyen de le récupérer, voire même s'il n'y a aucune carte qui viendra récupérer le personnage qui est parti sous le deck. Donc vraiment une très bonne gestion, et seulement pour 3 ancrables. Donc vraiment, c'est ce que le deck avait besoin pour être plus compétitif dans la méta. Il manquait un peu de gestion de board, et du coup ces 2 cartes-là permettent de récupérer ces gestions. Ensuite, la nouvelle carte de la liste, c'est le tic. Le tic qui coûte 4 ancrables, c'est une 3-2 qui leur a 1, et lorsqu'il arrive en jeu, l'adversaire se défausse d'une carte. Tout simplement, ça vient remplacer les Lucifer qui étaient 5 non ancrables, ou alors les Onelemon qui coûtaient que 2, mais qui étaient une 1-1 et qui du coup ne faisaient pas grand chose. Ça pouvait pas non plus chanter mes amis de l'au-delà. Ici, le tic, il peut chanter mes amis de l'au-delà et aussi prendre des trades avec ses 3 de force. Donc là, la carte, elle est beaucoup plus intéressante. Et en plus, elle se curve plutôt bien dans le deck, puisqu'on a quand même pas mal de T3 et beaucoup moins de T4 pour le coup. Donc ce tic rentre beaucoup mieux dans le deck. Sinon, pour le reste, ça reste globalement similaire au chapitre précédent. Passons maintenant au mulligan. Alors comment mulligan avec ce deck quand on est sur le play? Alors ici, on va raisonner d'une manière où on ne sait pas encore ce que joue l'adversaire. Quand on go first, quand on est sur le play, qu'est-ce qu'on va chercher au mulligan en début de partie? Donc vraiment ici, on va essayer de faire notre meilleure sortie possible, qui va être de faire T1 Diablo, T2 Ursula et Alter Diablo
et souvent pour altérer le Diablo, on va plutôt vouloir défausser un abaisse le levier pour tout de suite en mettre un dans la défausse, ce qui permettra ensuite à la carte pas ce levier là d'avoir directement accès à son effet de mettre un personnage sous le deck adverse. Et ensuite, mes amis de l'au-delà pour faire chanter le Diablo. Donc ça, c'est vraiment la meilleure sortie possible. On en reparlera juste après. Mais globalement, quand on ne connaît pas le deck adverse et que on est sur quand on go first, c'est globalement ce qu'on va essayer de faire. Après, évidemment, là, c'est un combo avec énormément de cartes nécessaires, donc pour que les planètes s'alignent, ça va être compliqué, ça va être relativement rare. Donc vraiment ce qu'on va essayer de faire, c'est le petit Diablo pour connaître tout de suite la main de l'adversaire, l'alter Diablo parce qu'il y a plein de fois où finalement l'adversaire n'aura pas de quoi gérer votre Diablo, et la Ursula aussi pour aller défausser toutes les chansons de l'adversaire, et en particulier les chansons grises qui seront une menace pour notre Diablo. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher au mulligan quand on joue premier. Quand on joue second, ça va être un peu différent. On va pas forcément chercher le Diablo alter en priorité parce qu'il y a tellement de menaces à ce Diablo aujourd'hui dans la méta, que ce soit toutes les chansons grises, mais aussi tous les personnages insaisissables de la méta. Donc il y a pas mal de choses qui vont venir le chercher, ce Diablo, ou même des boons. Donc je pense au kit par exemple. Donc là on va plutôt toujours le Diablo T1 pour essayer de connaître un peu la main de l'adversaire. La Ursula aussi pour aller défausser des chansons. Il y a quand même pas mal de chansons aujourd'hui dans la méta. Et le Peter Pan. Le Peter Pan, c'est pas forcément quelque chose que vous allez chercher, mais si vous l'avez en main de départ, franchement, gardez-le. Ça va être un très bon outil, en tout cas pour aller chercher des Diablos adverses, ou tout simplement pour qu'ils restent sur le board pour chanter Mes amis de l'au-delà, et donner charge aussi à votre génie ou à un Yago, ou même au Diablo, on en parlera juste après. Donc une fois que vous avez ces trois cartes-là, eh bien, vous pouvez continuer à mulligan si vous les avez déjà, pour aller là du coup chercher le Diablo, Mes amis de l'au-delà ou abaisse le levier. Mais vraiment, le Diablo alter, quand on est sur la draw et qu'on connaît pas le deck adverse, c'est pas forcément un bon plan d'aller le chercher obligatoirement, parce qu'il y a tellement de gestion à ce Diablo que on va plutôt vouloir le sortir plus tard dans la game, une fois qu'on sait qu'il est safe. J'en parlais, mais voici finalement la meilleure sortie du deck, qu'on appellera la sortie champagne. T1 Diablo pour connaître la main, T2 Ursula pour défausser une chanson, ensuite on défausse, abaisse le levier pour alter le Diablo, et on fait chanter tout de suite notre Diablo avec Mes amis de l'au-delà pour piocher 2 cartes. Donc là en fait on a fait exactement tout ce qu'il fallait faire dans l'ordre. On a l'abaisse le levier dans la discard, on a pioché 2 cartes, notre Diablo est épuisé, qui permettra du coup de piocher une carte pendant le tour de l'adversaire. Et ensuite, en T3, ça dépend du match-up. Si on est contre un match-up contrôle, on va plutôt chercher le Prince Jean qui va nous faire de la value pendant longtemps en faisant discard l'adversaire. Ou alors, pas ce levier-là, vu qu'on a abaisse le levier dans la discard, ça va nous permettre d'avoir une gestion en particulier contre les decks aggro. Ou alors un Peter Pan si y a du Diablo en face pour aller le chercher, ce qui arrive souvent puisqu'on a quand même très souvent du violet vert ou même du vert gris dans la méta en ce moment. Donc ce Peter Pan en main de départ quand on est premier et qu'on a déjà eu la sortie parfaite, c'est pas mal. Ensuite, on va voir dans un premier temps les bons match-up, et je basculerai de l'autre côté pour vous montrer les mauvais match-up, ou du moins les match-up qui sont compliqués, qui ne sont pas forcément négatifs, mais qui sont plus durs à appréhender. Le match-up le plus simple, en tout cas le plus favorable pour ce deck, c'est évidemment le bleu-rouge, en particulier la version décapée, puisque c'est une version finalement qui va jouer une carte pour une carte, ou du moins qui va essayer de ramp un maximum pour accéder à ses 6 sous ou à ses soyez prêtes. Sauf qu'avec notre deck, il a du mal à gérer les Diablos, et surtout avec Prince Jean et toutes les cartes de défausse, il a du mal à ramp suffisamment vite. Généralement, il se vide de sa main bien avant d'avoir 6 d'encre. Généralement, il est bloqué à 5, voire 6.
Et après, pour arriver à 7 ou à 8, en fait, il va juste être au top deck et ancré, top deck ancré, et il va perdre énormément de tours comme ça. Et pendant ce temps-là, nous, on va piocher énormément et on va installer du board qui va partir à l'aventure. Et finalement, même s'il arrive à top deck et jouer une Soyez prête ou une Sissou, il va rase notre board, mais on aura tellement de cartes en main qu'on va pouvoir repartir. Donc c'est un match-up extrêmement positif pour le deck. Autre match-up positif, c'est le Chernadog. Pourquoi ? Parce que le Chernadog cherche principalement à jouer le clochard qui coûte 7, qui permet de piocher jusqu'à avoir 7 cartes et de défausser pour avoir le même nombre de cartes qu'on avait juste avant de le jouer. Et du coup, si on a un Diablo sur le board, on va piocher beaucoup de cartes. Et si on a un Prince Jean, comme il se défausse de cartes, on va piocher aussi beaucoup de cartes. Et si on a les deux, alors là, c'est encore pire. Donc, ça l'empêche finalement de faire sa combo, de jouer ce clochard qui lui permet de mettre des personnages dans sa défausse pour ensuite sortir Chernabog. Donc il n'y arrive pas à faire ça, et même s'il y arrive, finalement on a Ne parlons pas de Bruno et on a le levier qui permet de gérer ce Chernabog. Et ensuite tous ces autres personnages qui pourraient prendre du lore rapidement, et finalement ils nous embêtent pas tant que ça, parce qu'on a des Elsa, on a des Abbess le levier, pas ce levier là pardon, et on a de la discard qui fait que il va avoir du mal à piocher, à garder des cartes en main, à pouvoir faire ses effets. Il va avoir un peu de mal à faire tout ça. En plus de ça, suffit de jouer aussi nos insaisissables. Il n'a pas grand chose pour gérer les insaisissables, donc suffit de poser nos personnages insaisissables, de partir à l'aventure, et on gagnera du lore, ou tout simplement de quoi gérer ses personnages s'il décide lui aussi de s'incliner. Donc c'est un match-up extrêmement positif, ce Chernabog face à ce deck violet-vert. Enfin, un autre deck qu'on voit quand même en ce moment, c'est le violet-gris aggro. Eh bien, c'est plutôt un bon match-up aussi, puisqu'on a la Ursula au T2 qui va venir lui défausser plus ardent que le feu des volcans ou Zeus s'il joue Zeus. Et ensuite, on a tout simplement des bonnes cartes comme le crabe, la mime renard, on a Elsa, et on a aussi nos cartes de défausse, en particulier du coup le tic, qui est un body plutôt correct et qui va aussi faire défausser une carte. Donc ce violet-vert est plutôt un bon match-up. Par contre, ici, ne jouez pas forcément la sortie Diablo, puisque violet-vert a tendance à jouer, je pense que en tout cas va avoir tendance à jouer en ce moment, des allumer les mèches ou des baboum pour aller justement fumer des piafs. Faites attention, privilégiez pas la sortie Diablo face à ce deck. Vous pouvez gagner tout à fait avec vos insaisissables, la défausse, ça suffira. Passons maintenant aux match-up défavorables, ou du moins les match-up les plus compliqués à gérer avec ce deck. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas gagner, mais du moins ils sont un peu plus techniques. Et on va commencer avec le vert gris. Le vert gris, du coup, Diablo avec des alters, avec aussi des chansons pour venir gérer le board adverse. Donc effectivement, il a moins souvent la sortie Diablo, mais quand il a plus de possibilités pour le protéger, et surtout plus de possibilités d'attaquer notre Diablo. Et donc dans ces cas-là, on va pas privilégier la sortie Diablo, mais on va plutôt privilégier la sortie défausse et insaisissable. C'est vraiment ça qui va nous sauver face à ce deck. Il a du mal à gérer les insaisissables, surtout le génie, le Peter, le Yago, il va avoir un peu de mal à gérer ça. Et surtout si on lui défausse ses chansons avec notre Ursula. Donc le but vraiment, ça va être de partir sur ce plan de jeu contre ce vert gris. Ensuite, ici j'ai affiché le violet bleu, mais c'est à peu près la même chose avec le violet rouge. En fait, ce sont deux decks qui jouent énormément d'insaisissables. Et donc là, pareil, notre Diablo est un peu à la merci de tous ces persos insaisissables. Ça va être compliqué de le jouer et de l'incliner sans qu'il se fasse avoir rapidement. Donc pareil, il faut plutôt jouer un plan de jeu discard et un plan de jeu insaisissable pour pouvoir gagner en tout cas le late game. Et une fois qu'on arrive un peu au late game et que les ressources de l'adversaire s'épuisent et qu'on connaît un peu aussi sa main, là on va pouvoir potentiellement sortir des Diablos qui pourront faire du card advantage en fin de game et gagner là-dessus. Donc vraiment c'est pas simple.
c'est des match-ups compliqués, mais pas impossibles. Donc plutôt une guerre de défausse et d'insaisissables face à ces deux decks. Et enfin, le jaune-gris, que ce soit Steelsong ou aggro, c'est un match-up évidemment extrêmement compliqué parce qu'il est capable de détruire votre board complètement avec les chansons. Même la version aggro, plus ardent que le feu d'éloquent et perdu dans l'hiver peuvent suffire pour gérer votre board. Donc un match-up très compliqué. Et là, du coup, on va la jouer un peu comme un violet-rouge finalement. On va faire jouer nos insaisissables parce qu'il n'a pas de quoi les trade, il va devoir forcément utiliser ses chansons pour pouvoir gérer votre board. Et là, entre en jeu, du coup forcément la Ursula, c'est vraiment la carte qu'on veut au mulligan obligatoirement face à un jaune-gris, c'est cette Ursula. Pour venir lui défausser en boucle ses chansons, pourquoi pas même se la bounce pour pouvoir la rejouer, c'est vraiment pas une mauvaise chose. En tout cas, c'est vraiment le plan de jeu à privilégier face à un jaune-gris. On passe maintenant à quelques petits tips supplémentaires pour comment jouer le deck. Il y a des petites choses à savoir quand même qui sont bien pratiques. Donc on l'a déjà évoqué, mais je vous le remontre. Vraiment, la sortie Diablo, Alter Diablo en défaussant passe ce levier là, chanter mes amis de l'au-delà, qui permet ensuite du coup de piocher des cartes. Si on a une Ursula T2, c'est encore mieux. Vraiment, cette sortie-là est vraiment très bien et ça permet du coup à la carte passe ce levier-là de pouvoir avoir accès directement à son effet, de remettre une carte, un personnage sous le deck de son propriétaire et donc de devenir une très très bonne gestion pour le deck. C'est vraiment un tips vraiment à faire le plus possible. Faut pas hésiter à en abuser en début de game, c'est vraiment très fort et du coup chanter mes amis de l'au-delà avec le Diablo et piocher une carte au début du tour de l'adversaire avec ce Diablo, ça c'est vraiment très très fort. Ensuite, je voulais parler un peu de passe ce levier là justement. Ne jouez pas cette carte de manière bête. Dites-vous en fonction du match-up quelles sont les cibles à cette carte avant de vraiment la jouer. Je m'explique, faut pas la jouer sur n'importe quel personnage parce qu'il est sur le board et que vous voulez juste qu'il s'en aille. Faut vraiment se dire quels sont les personnages problématiques que mon adversaire peut me sortir en fonction du deck qu'il joue et de vraiment garder cette carte pour ces cibles-là. Je prends un exemple, le rouge, on va vouloir l'utiliser contre Maui Shark, la Sisu. En violet, il va y avoir Peter Pan, le génie, la Elsa, le Yago. Voilà, ces cartes-là peuvent être des cibles à pas ce levier-là. Ou en jaune-gris, je pense par exemple à Rhino, à une Ariel qui pourrait chanter, à une Bianca, ce genre de choses pour le jaune-gris. Donc ça serait vraiment plus ces cibles, identifier en tout cas ces cibles pour au mieux l'utiliser et pas juste l'utiliser sur un perso lambda et puis finalement se prendre un retour de bâton et se dire mince, j'aurais peut-être dû la garder quoi. Ensuite, autre petit tips entre le Peter Pan et le Diablo. Pourquoi il est intéressant ce Peter Pan aussi avec Diablo? Parce que une fois que vous avez 6 d'encre, vous pouvez jouer Peter Pan Diablo et le Diablo peut aller taper directement. Et si vous le faites taper un lieu ou un personnage qui a 1 d'attaque ou moins, ce qui est plutôt présent dans la méta en ce moment. Je prends un exemple, ça peut être un typo, ça peut être un Diablo, ça peut être les petits Diablos aussi. Il y a pas mal de personnages avec le petit Rhino aussi, une Daisy, ce genre de choses. Vous avez des cibles à 1 d'attaque ou 0, ou des lieux qui vous permettront en fait d'incliner directement votre Diablo sans qu'il ait été altéré. Et comme ça directement ça vous fait une draw supplémentaire pendant le tour de l'adversaire et ça grâce à votre Peter Pan. C'est quelque chose aussi à prendre en compte quand vous jouez vos cartes et vous anticipez les prochains tours. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, pour ce deck. C'est un deck qui est très technique à jouer. On dirait pas comme ça, parce qu'on dirait c'est de la défaut, c'est du Diablo, suffit d'avoir une sortie Diablo pour gagner. Non, ça suffit pas.
Le deck est technique, il est compliqué. Je le recommande pas forcément pour des nouveaux joueurs. Par contre, pour des joueurs qui veulent s'amuser à avoir plusieurs lignes de play, à savoir vraiment avoir des mulligans un peu différents en fonction des match-ups, etc. C'est vraiment un deck intéressant à jouer et à maîtriser. Donc, un très bon deck dans la méta actuellement qui ne va pas plaire forcément à plein de joueurs qui joueront contre parce qu'il y a de la défausse et le Diablo peut être un peu frustrant également. Mais un deck qui en tout cas est très puissant, indéniablement un tiers 1 du format aujourd'hui. Et voilà, c'est tout en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce deck. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tom et Revan. Revan actuellement est dans l'avion en direction du Japon et on lui souhaite évidemment de très très bonnes vacances. Moi je continue à faire des vidéos pendant un peu, enfin seul ou avec des guests peut-être pendant un mois. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi au réseau de Kiyu que je remercie encore une fois pour toutes les informations qu'il a pu me fournir pour la préparation de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Des bisous!